Quand le garçon est né, comme tout Spartiate, il fut examiné. S'il avait été petit, chétif, souffreteux ou difforme, il aurait été éliminé. L'extrait du film 300 que vous venez de voir est absolument faux. Est-ce qu'on a un jour retrouvé les squelettes de ces bébés jetés du haut de la falaise ? Non. Et d'ailleurs, ils n'ont probablement jamais existé, c'est une rumeur qui a été colportée par Plutarque. Mais l'idée, en racontant cette histoire de bébé envoyé par-dessus la falaise, c'est de faire saisir l'idée, de frapper l'imagination. À Sparte, rien n'est aussi important que la discipline, la force et la santé. Chaque vie doit renforcer le groupe, et un enfant ne peut pas être un fardeau pour la communauté. À Sparte, l'individu n'existe pas. Et dès son plus jeune âge, le citoyen doit l'apprendre. Cet apprentissage, c'est deux choses, une discipline et des enseignements. Nous sommes en moins 454 et dans une maison du cœur de la cité spartiate, des cris vigoureux d'enfants se font entendre. Cet enfant n'est pas vraiment issu d'une union légitime. Le maître de la maison, Aristocritus, a mis enceinte sa servante Ilote, Morgo. Mais il a décidé de traiter l'enfant comme le sien. Lysandre, ce sera son nom. On l'examine, on le tâte, on le soupèse, il pleure. Qu'on l'enduise de vin, s'exclame son père. Ce sera le cas tous les matins pendant 7 ans. Lysandre, traumatisé par l'odeur, haïra éternellement ce vin qui est censé renforcer sa peau. À l'âge de 6 ans, Lysandre gambade joyeusement dans les rues de Sparte avec Adimante, son demi-frère Ilote. Il joue au guerrier avec des petites épées improvisées faites en bois. Adimante, de 2 ans plus âgé, a la main haute et lourde. Emporté par son élan, il frappe Lysandre au visage. Lysandre saigne abondamment, mais il ne bronche pas. Il s'étonne simplement. Adimante le ramène à la maison. Quand son fils se présente à lui, visage en sang, Aristocritus voit rouge. Il s'empare de son bâton et frappe violemment Adimante. Il le frappe si fort et si longtemps qu'à la fin, Adimante a lui-même le visage en sang, un œil fermé et 2 dents en moins. Le soir, Lysandre entend sa mère pleurer, impuissante. Adimante ne jouera plus jamais avec Lysandre, qui s'en sort avec une simple cicatrice sur la joue, quand son demi-frère a perdu l'usage d'un œil. De toute façon, pour Lysandre, fini de jouer. Un matin, à l'aube, une main placée sur sa bouche le réveille. 4 autres lui saisissent les poignets et les chevilles. Lysandre est transporté hors de chez lui sans avoir eu le temps de dire adieu à qui que ce soit. 15 minutes plus tard, il est déposé sur le sol dur d'un gymnase en compagnie d'autres garçons. Certains pleurent, certains regardent angoissés à droite, à gauche. Ce gymnase est sale, l'atmosphère sinistre. Et bien vite, de lourdes gouttes d'eau tombent sur le sol froid, car il n'y a pas de toit. Entre alors un homme au regard dur. À sa ceinture, un fouet. Il se présente brièvement. Mélétos, fils de Ménon. Il sera, dit-il, leur père, leur frère, leur ami, leur ennemi et leur maître à partir de maintenant. Après cette rapide présentation, Lysandre et ses camarades sont rasés. On leur tend un manteau. Ils ne porteront que ça désormais, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il brûle. Au pas de course, le groupe se dirige vers l'Eurotas, le fleuve qui borde Sparte, pour y cueillir des roseaux. Mélétos les informe. À moins qu'ils ne veulent dormir sur le sol dur du gymnase ce soir, ils doivent se faire rapidement un lit de fortune grâce à ces roseaux. Alors seulement, ils commencent à parler les uns avec les autres. Lysandre connaît quelques-uns de ses camarades d'infortune. Il n'est pas très habile, mais grâce à l'aide d'un de ses camarades, son lit est enfin fait quand le soleil se couche. À partir de maintenant, Lysandre est un enfant de la cité, un rejeton de Sparte. Il est nourri, logé, vêtu, mais il n'y a pas que le manteau qui est famélique. Sa pitance est maigre. Lysandre sent même son estomac se rétrécir de semaine en semaine. Un jour, l'un des pédagogues esclaves qui leur enseigne la lecture se met à leur raconter une étrange histoire. Dans les temps anciens, un enfant spartiate avait, paraît-il, volé un renard à un marchand pour le manger. Presque surpris par le marchand, il avait caché l'animal,
encore vivant, sous son manteau par crainte d'être repéré. Instruit par sa peur et son sens de l'honneur, il se laissa déchirer le ventre à coups de griffes et de dents par ce renard sans broncher, préférant mourir plutôt qu'être pris sur le fait. Lysandre n'est pas choqué par ce sordide récit. Comme la plupart de ses camarades, il en comprend le sous-texte. Volez tant que vous le pouvez, le vrai déshonneur est dans le manque d'habileté. Il ne faut pas se faire prendre, c'est la seule règle. À partir de maintenant, pour lui comme pour d'autres, il y aura le repas famélique en commun et le festin privé, fruit du larcin, discret et triomphant. Les années passent, dures, frugales. À l'âge de 12 ans, Lysandre n'a plus rien à voir avec le petit garçon apeuré qu'il était 5 ans plus tôt. Il a appris à lire, à écrire et à chanter, oui, mais ce n'est pas vraiment ce qui compte. D'ailleurs, ses pédagogues n'y ont consacré que peu de temps. Par contre, il a couru, chassé, appris à attendre dans un bosquet sans un bruit pendant des heures. Il a battu la campagne. Il a traqué des chiens errants dans les rues la nuit et bien sûr, il a appris à se battre. À main nue, en lutte avec ses camarades, au glaive et au bouclier avec ses professeurs, dans la boue, sur le sol dur, dans l'eau. À l'aube de l'adolescence, Lysandre est déjà un guerrier. Un jour, Mélétos vient visiter ses ouailles. Cette fois-ci, il ne dit pas un mot, il les fait s'aligner et l'un après l'autre, ils doivent se tenir face contre un pilier, leur manteau enlevé. Chacun est fouetté pendant plusieurs minutes. Pas question de laisser s'échapper un mot, un gémissement, un souffle. Tous endurent en silence et à nouveau ils comprennent le message. Ce sera encore plus dur désormais, et vous devrez souffrir en silence. Désormais, quand il marche dans la rue, Lysandre tient ses mains sous son manteau et baisse les yeux. Il fixe le sol sans jamais tourner la tête. Son quotidien s'alourdit. L'entraînement physique reste primordial, mais à cela s'ajoutent de nombreuses tâches et corvées. Ses camarades et lui sont constamment sollicités pour déplacer des rochers, creuser des sillons, nettoyer les rues, tout ce qui peut occuper des adolescents pubères en somme. C'est à cette époque que Lysandre rencontre Charmide. Alors qu'il est en train de s'entraîner au corps à corps avec ses camarades, ils sont interrompus par une demi-douzaine de soldats. Ces derniers, à demi-hilar, se moquent bruyamment du style de combat des apprentis guerriers, un peu rustre, un peu brut. Charmide prend la parole. Il demande aux pédagogues de désigner ses 6 meilleurs élèves et indique qu'ils se mesureront à de vrais guerriers spartiates. Le pédagogue s'exécute et désigne Lysandre le premier, ce que ce dernier interprète comme le signe qu'il est le meilleur parmi tous. Charmide, observant l'involontaire sourire qui s'est dessiné sur son visage, signifie qu'il affrontera lui-même ce jeune guerrier qui lui semble bien présomptueux. Lysandre a confiance en ses capacités. C'est gonflé d'orgueil qu'il récupère son bouclier et son glaive en bois, mais Charmide l'arrête. Il lui indique qu'il peut utiliser son véritable glaive pendant que lui-même utilisera le glaive en bois. « Je t'ai vu combattre, ce n'est pas comme si tu avais une chance de me toucher », ajoute-t-il, narquois. Le combat commence et, effectivement, Lysandre ne fait pas le poids. Charmide part à la totalité de ses coups par l'esquive le plus souvent. Il est bien trop vif, bien trop habile. On dirait qu'il sait ce que Lysandre va faire avant lui-même. Il le touche également à de nombreuses reprises, aux bras, aux jambes, au cou. Lysandre est humilié. Charmide le regarde à peine. À plusieurs reprises, il feint même de lui laisser une ouverture avant de le parer et de le toucher à nouveau. Lysandre a alors un moment de lucidité. Il comprend qu'attaquer ne fonctionne pas, il décide d'adopter une attitude passive. Il reprend le style de son opposant et feint une faiblesse, une ouverture. Il se met même à souffler bruyamment, à accentuer son essoufflement pour faire croire qu'il est exténué. Charmide est prudent, mais il commence à fatiguer lui aussi. Il tente de pousser Lysandre à la faute pour l'attaquer à nouveau, mais Lysandre s'en tient à sa nouvelle tactique. Soudain, l'expérimenté soldat mord à l'hameçon. Il espère sans doute mettre fin au combat et il se précipite sur son jeune adversaire. Il le manque. Pire, emporté par son élan, il s'expose à une riposte qui ne tarde pas. Lysandre le frappe rapidement au bras avec son glaive. Charmide est touché, superficiellement. Il saigne un peu mais il ne semble pas s'en préoccuper. Il semble surtout impressionné. Il s'approche de Lysandre et le félicite. Il a découvert un talent. Lysandre s'est trouvé un mentor.
Charmide va désormais guider Lysandre à chacun de ses pas dans la société spartiate. Très vite, à l'invitation de celui qu'il nomme désormais son Éraste, Lysandre est invité à un banquet commun de citoyens spartiates. Truc de grand, une Syssitie, on appelle ça. Il a conscience du privilège qu'est cette cooptation. Alors il va ouvrir grand ses oreilles et ses yeux, tout en fermant sa bouche à clé. À ce repas, il observe une première chose, le sérieux et l'empressement avec lequel les participants apportent leur part du repas, fait de vin, de viande, d'orge, de figues et de fromage. Le vin sera coupé avec de l'eau dans les cratères. La viande sera bouillie, réduite en miettes, et viendra alimenter le brouet, le plat de base de la cuisine spartiate, qui n'est pas la plus fameuse. Ce plat est fait de sang de porc, de sel et de vinaigre. C'est à peu près la seule chose que Lysandre a mangé toute sa vie, et en venant à ce repas, il espérait naïvement manger autre chose, une sorte d'ambroisie des guerriers. Mais il s'est vite rendu compte qu'à la Syssitie, c'est l'art social qui compte, pas la cuisine. Un camarade de Charmide salue la présence du jeune renard au banquet. « Dans quelques années, il fera jeu égal avec toi, Charmide, ajoute-t-il. »« Dans quelques années, » lui répond Charmide, faisant preuve d'un laconisme typique. Nous sommes à la fin de l'été -432. Lysandre a 22 ans. Il est désormais un habitué des Syssities. Il s'y autorise même parfois une remarque, une parole, un peu d'esprit. Lysandre est un adulte qui peut voter et servir sa cité dans l'armée, mais qui reste encore sous l'autorité de Mélétos, et il n'est qu'invité à la Syssitie, il n'en est pas pleinement membre. Ce soir-là, la Syssitie accueille 2 invités de marque. Archidamos, l'un des 2 rois de la cité, a prévu de venir dîner, mais il tient surtout à consulter quelques-uns de ses plus estimés généraux, à commencer par Charmide. Les tensions avec Athènes s'accentuent, et le monarque tient avant tout à éviter la guerre. Quand il arrive, tous les citoyens se lèvent de leur siège avec référence, bien sûr. Tous sauf un petit homme pauvrement vêtu, situé au bout d'une des tables, qui ne juge pas utile de traiter le roi avec autant de respect. À l'inverse, et à la surprise de Lysandre, c'est même le roi qui s'incline légèrement à sa vue. Cet homme, c'est Thermocrate, l'un des 5 éphores, les véritables dirigeants de Sparte. Et Lysandre ne le connaissait que de nom jusqu'à ce soir, mais il va bien vite en mesurer l'importance. Bien qu'il soit dans la force de l'âge, Archidamos a le front plissé des hommes inquiets. Tout porte à penser que la guerre avec Athènes est inévitable, mais il n'en veut pas. Il entretient une amitié profonde avec Périclès, le stratège de la cité ennemie. Il avance les arguments en faveur de la guerre, mais également ceux en défaveur de celle-ci. À chaque parole, il cherche le regard et même l'approbation d'Hermocrate. Celui-ci ne dit rien, mais quand le repas se termine, il glisse un mot à l'oreille du roi, qui repart la mine défaite. Lysandre s'apprête à rentrer chez lui, rendu soucieux par ce débat d'adultes insoluble sur la guerre avec Athènes, quand Mélétos s'approche de lui. Lysandre n'a pas un historique positif avec cet homme. S'imagine immédiatement qu'il a commis une erreur, qu'il va être puni. Mais non, Mélétos lui dit simplement, amicalement, que l'éphore Hermocrate souhaite lui parler. Lysandre s'approche avec appréhension de cet homme secret. Hermocrate le dévisage pendant quelques secondes, il l'examine sous toutes les coutures et finit par lui adresser une unique question, en forme de défi. « Es-tu prêt à rejoindre la Cryptie ?» Lysandre attendait, espérait cette question depuis longtemps. Il a entendu parler à bas mots de la crainte de Sparte pour les Ilotes. Sa mère en est une après tout. Sparte est une oligarchie. C'est une cité qui est fondée sur la domination d'une caste, les citoyens, sur une masse très nombreuse et extrêmement majoritaire de quasi-esclaves. Les Ilotes, c'est leur nom, cultivent les terres des citoyens. Ils sont la propriété de l'État spartiate. Leurs maîtres ont droit de vie et de mort sur eux. Le père de Lysandre, Aristocritus, a lui-même une demi-douzaine d'ilotes à son service, que ce soit en ville ou surtout à la campagne sur son cléros alloué par la cité. Alors, pour les dissuader de se rebeller contre la minorité qui les gouverne, Sparte terrorise ses demi-esclaves en permanence. Chaque année, à l'automne, les éphores déclarent officiellement la guerre aux Ilotes, au nom de Sparte. Le meurtre devient légal, c'est à cela que sert la Cryptie, sorte de rite de passage ultime et meurtrier pour les jeunes Spartiates les plus talentueux.
Un jeune homme ambitieux et conscient de sa force telle que Lysandre ne peut qu'espérer participer à une telle police secrète. Sans hésiter et à moitié en s'étouffant, il répond un « oui », aussi bref que certain, à Hermocrate, qui, lui, esquisse un léger sourire. Le jour venu, Lysandre est prêt. Il a tout l'équipement du crypte, à savoir presque rien. Un pagne léger et un glaive, c'est tout, rien d'autre. Pas de chaussures, pas de manteau, et très peu de provisions. Il quitte Sparte à pas léger, s'évanouit dans la nature et rejoint la montagne. La première nuit est extrêmement dure. Malgré ses années d'entraînement, Lysandre souffre. Le vent d'automne lui écorche la peau. Il n'a attrapé que quelques rats des champs pour se nourrir. Il trouve finalement un refuge dans une cavité étroite à flanc de montagne. Le lendemain matin, le corps brisé après une nuit passée sur la roche, Lysandre décide d'effectuer quelques repérages. Il progresse longuement à travers les bois de montagne, attrape une chèvre sauvage et peut enfin se restaurer correctement. Alors que le soleil se couche, il finit par déboucher sur une colline. Au pied de cette colline se trouve une ferme qui lui semble étrangement familière. Lysandre reprend alors conscience de sa mission et se terre dans un bosquet. Il décide d'attendre la nuit noire. Sans s'en rendre compte, il vient de se muer en prédateur animal. Absolument silencieux, à l'aise dans l'obscurité, il descend doucement la colline et se rapproche de la petite maison qui borde les champs. Il entend la voix d'un homme jeune et celle d'une femme assez vieille. Lysandre réfléchit à peine. Il saisit une pierre et la jette fort contre un pot qui est situé au bord du mur de la maison. Le pot se brise et attire un jeune homme à l'extérieur. Celui-ci s'avance prudemment, armé d'un petit couteau, mais Lysandre ne voit pas son visage car il est de dos. Il est grand et a l'air plutôt fort. C'est la cible idéale pour un assassinat légal. Ni une ni deux, Lysandre bondit sur lui et lui assène un puissant coup de glaive dans le bas du dos. Pour être sûr de le tuer, il le poignarde à nouveau à la base du cou. Comme enivré de sang et sans que ce soit nécessaire, il le retourne et s'apprête à lui poignarder la poitrine. C'est alors qu'il entend un cri derrière lui. Un cri qui ne peut être que celui d'une mère. La bête qu'il est devenue se retourne et voit difficilement une vieille femme dans l'embrasure d'une porte. La nuit l'empêche de distinguer son visage, mais son cœur se serre. Se retournant à nouveau, à la faible lueur de la lune, il distingue le visage ensanglanté d'un jeune homme borgne. À l'agonie, horriblement familier. Lysandre fuit cette scène, il l'enfouit dans sa mémoire dès maintenant et à jamais. Cela lui permettra de tuer d'autres Ilotes et de revenir à Sparte en nouveau héros, en glorieux guerrier de la cité, détaché de toute forme d'attachement familial ou filial. Quand il est de retour à Sparte, Lysandre n'en a pas seulement fini avec la cryptie. Il vient d'achever un cycle long de 15 ans, un cycle de violence, de privation et de silence. Quelques semaines après son retour, il se rend au gymnase où, 15 ans plus tôt, il avait été jeté, hébété, coupé de toute famille. Comme lui, 10 ans plus tôt, les jeunes élèves s'y entraînent au combat. Lysandre aperçoit un jeune homme. Il boite, mais il n'en attaque qu'avec plus d'agressivité. « Comment s'appelle-t-il » demande-t-il à Mélétos toujours présent. Mélétos lui répond qu'il s'agit d'Agésilas, le petit-fils d'Archidamos, le roi de Sparte. Ce jeune homme ombrageux, à la jambe faible et au futur glorieux, vient, sans le savoir, de se trouver un mentor.